Pour autant, dans certains cas d'usage de lutte contre le blanchiment d'argent, on a besoin de bloquer l'argent au moment où il va sortir. On ne peut pas générer une alerte en batch a posteriori. Donc, dans le même usage de lutte contre le blanchiment d'argent, on va avoir envie parfois de faire des algorithmes plus batch, parfois des algorithmes plus temps réel. Donc, c'est intéressant d'avoir une plateforme qui permet de faire les deux. Ce mois-ci, j'ai le plaisir de recevoir Paul Marcombe, Head of Data chez Nickel. Comment vas-tu, Paul? Très bien, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui pour échanger notamment sur la plateforme de données en temps réel que vous avez mise en place. Peut-être avant de commencer, et pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Nickel, est-ce que tu peux présenter l'entreprise et ce que vous faites? Oui, Nickel, on est une fintech. On est une filiale de la BNP Paribas. On ouvre des comptes courants dans des bureaux de tabac. Donc en 10 ans, on a ouvert 4 millions de comptes dans 7800 points de vente en France. Et on est donc principalement en France, mais aussi en Europe, en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Allemagne et en France. Ok. Ouais, du coup, c'est un peu comme ça que je vous avais connu à l'époque. Vous avez un peu disrupté un peu le modèle de l'agence classique des banques traditionnelles en ouvrant directement, permettant à chacun en fait de pouvoir ouvrir un compte en banque directement chez le buraliste. Ça, c'est toujours votre modèle d'acquisition numéro 1? Absolument. En fait, on peut effectivement rentrer dans un bureau de tabac avec une pièce d'identité et ressortir en moins de 5 minutes avec une carte Mastercard et un RIB. Ouais, c'est génial. C'est vrai qu'on a ouvert de façon plus récente la possibilité de faire du full online, donc de ne pas avoir à se déplacer dans le bureau de tabac, mais c'est marginal par rapport au fait de se déplacer et d'ouvrir un compte dans le bureau de tabac. Ok. Et toi, du coup, donc, t'es arrivé chez Nickel il y a combien de temps, histoire qu'on situe un peu le... Moi, je suis arrivé chez Nickel il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on avait 1 million de comptes ouverts. On avait 300 employés. Aujourd'hui, donc, on en a un peu plus de 4 millions et on a 800 employés. Ouais, effectivement, quand je suis arrivé chez Nickel, mon job, ça a été d'accompagner la croissance de Nickel d'un point de vue data pour faire en sorte que tous les métiers puissent utiliser les données pour avoir de l'impact pour nos utilisateurs, nos partenaires et même nos employés. Et donc, on est passé effectivement d'une organisation data, on était une organisation centrale avec 3 personnes, Ouais. à une organisation distribuée avec des data analysts qui sont dans chaque équipe. Donc, on est 40 à faire de la data à plein temps, dont 25 data analysts qui sont éclatés dans toutes les équipes Ok. et qui répondent à tous les besoins data des équipes. Ouais, parce que j'avais pu voir, vous avez adopté un modèle un peu de data mesh. Et justement, du coup, est-ce que c'est toi, Jack, qui a diffusé un peu cette psychologie, si je puis dire, au sein de l'entreprise? Et du coup, quel est l'impact aussi sur l'organisation de l'équipe data chez vous? Complètement. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, on avait 3 personnes dans l'équipe data centrale qui étaient très compétents et très forts pour répondre à toutes les demandes data de toute la boîte. Mais au fur et à mesure que l'équipe grossissait, que Nickel grossissait, ça devenait un goulot d'étranglement, d'une part. Et d'autre part, ça devenait une fonction un peu support où des gens un peu éloignés nous envoyaient des tickets sur des demandes data tout venant. Et on perdait le potentiel de la data. Donc, l'idée que j'ai eue quand je suis arrivé, c'était de commencer avec une équipe à recruter un data analyst chez eux. Et ça a été un succès. Progressivement, on en a recruté partout. Et maintenant, tous les data analysts sont dans toutes les équipes. Ok. Et du coup, donc, sur cette partie data analyst, maintenant, on parle pas mal d'analytic engineer. Du coup, ça va vraiment dans la philosophie de ce que toi, tu as mis en place, en fait. Nous, c'est assez particulier chez nous. Ça se retrouve pas forcément partout. On a des data analysts. Chez nous, les personnes qu'on appelle data analysts, c'est des personnes qui savent faire du SQL Ok. et qui savent faire du dashboarding. Ils se retrouvent dans les équipes, mais en fait, ils sont full stack sur la data. Ce sont eux qui vont collecter les données dans le data warehouse, ce sont eux qui vont les transformer, ce sont eux qui vont les documenter, les tester, les exposer aux autres équipes. Ils vont faire leurs analyses, évidemment. Et puis, ils vont mettre en place tout seuls des algorithmes, soit des règles métiers, soit des algorithmes de machine learning, sur différents sujets. Donc, ils sont vraiment full stack, ce sont les data analysts, mais ils font tout. Ils se débrouillent un peu pour s'organiser. Et la façon dont on gère ça, c'est que en centrale, on a une équipe qui va leur fournir des outils pour leur donner cette autonomie. Donc effectivement, on va leur fournir des outils pour collecter les données, pour les transformer, pour mettre en place des algorithmes. Donc en sachant faire juste du SQL, ils savent mettre en place des algorithmes de machine learning pour lutter contre la fraude, pour envoyer des notifications ciblées aux clients, etc. Ouais, c'est super intéressant. Parce que j'ai vu aussi en amont du podcast, t'es le créateur de Big Function. Donc ça me laisse un peu supposer la stack que vous avez mise en place, mais peut-être juste pour en amont, est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon un peu des différents outils et technos que vous avez chez Nickel aujourd'hui? C'est un bon point en fait pour que ça marche, pour donner le pouvoir aux gens. C'est quand même intéressant d'avoir une plateforme, une technologie unique et que on donne la capacité et l'autonomie à tous ces data analystes d'utiliser cette plateforme de la même façon. Donc on parle beaucoup de technologie, mais il y a aussi un grand pan qui est l'animation de la communauté data pour faire en sorte que tout le monde travaille de la même façon, que le travail de chacun puisse être utilisé par les autres, qu'il n'y ait pas 2 personnes de 2 équipes différentes qui fassent 2 fois le même travail, et que tout le monde soit efficace, et même s'il y a des gens qui sont isolés dans certaines équipes, si jamais ils s'en vont, on ne veut pas perdre tout leur travail. Donc, cet aspect de communauté est très fort, et les outils sont importants pour ça. Donc, on a une data platform qui est sur le cloud, on utilise un data warehouse qui s'appelle BigQuery,
Et on fournit des outils qu'on crée nous-mêmes à l'équipe data centrale pour que les data analysts puissent collecter les données. On leur met à disposition DBT, qui est un outil de transformation de données. Et on va créer des applications web qui va leur permettre de concevoir des algorithmes, de les simuler et de les mettre en service. Et pour ça, donc, du coup, on fait pas mal on a nos propres développeurs dans l'équipe data centrale. Et on travaille sur la partie Google Cloud. On va déployer du serverless, du compute en serverless pour simplifier la vie. Et on va avoir une autre base de données pour notre partie temps réel qui est Bigtable. Donc on a BigQuery qui est pour toute la partie batch. Et BigQuery, c'est une bonne technologie si on veut faire des calculs sur tout l'historique des clients d'un coup. Ouais. Et par contre, si jamais on a envie de récupérer le profil, toutes les données d'un seul client, c'est pas du tout efficace. Donc il y a une autre base de données sur Google qui s'appelle Bigtable, qui est aussi du big data, comme BigQuery, mais qui est très efficace pour récupérer les données de un client ou juste certains événements. Et du coup, donc toi, ce que tu as créé, donc si on revient un peu plus sur Big Function, du coup, c'est de permettre en fait de faciliter la vie des data analysts en créant directement des fonctions qui vont le permettre d'appeler différents algos, différents outils. En fait, tu as fait un package directement et tu le donnes à disposition. En fait, tu as compris ce que j'ai fait chez Nickel, c'est de faire en sorte que les data analysts, en sachant faire juste du SQL, ils font tout sur la data. Ouais, ok. Donc, pour donner un exemple, pour que ce soit bien parlant, on a les points de vente, donc ils ont un certain stock. Parfois, ils sont en rupture de stock. Le data analyst, il est capable d'identifier, de mesurer le problème, de voir combien de buralistes sont en rupture de stock, combien de temps. Il est capable, du coup, de savoir combien ça coûte à Nickel. En fait, quel est le manque à gagner pour Nickel parce que les gens n'ont pas pu ouvrir de compte à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas de carte Mastercard qui était disponible. Et il est capable de faire un algo prédictif pour savoir quand est-ce que le buraliste va être en rupture de stock. Et lui-même, il va pouvoir faire en sorte que dans son algo, il fasse une commande de carte automatique au buraliste, si jamais il prévoit qu'il va être en rupture de stock. C'est extrêmement malin. Ouais. Donc c'est ça, nous, c'est notre organisation chez Nickel, on a des data analysts qui sont full stack, qui peuvent tout faire. Et ce que j'ai voulu faire avec ce projet open source Big Functions, c'est de fournir un catalogue de fonctions par-dessus BigQuery pour que les data analysts de toutes les boîtes puissent faire comme chez nous. Ouais, c'est génial. Parce que du coup, on a c'est un peu le problème dans les anciennes boîtes, dans d'autres modèles qu'on peut voir, tu vois, c'est qu'il y a toujours un data scientist qui a bossé sur quelque chose, il suffit qu'il parte et puis qu'il récupère l'algo. Là, toi, en fait, tu as fait en sorte que le savoir qui vous est propre puisse être diffusé dans le temps à toutes les personnes, quoi. Ouais, et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Parfois, il y a différents rôles. Parfois, tu as une personne qui conçoit l'algo et qui va le filer à une deuxième personne qui va l'implémenter et qui va le filer à une troisième personne qui va le déployer, qui va le filer à une quatrième personne qui va le monitorer. Ouais. Nous, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On est une personne qui fait tout. Ouais. Les gars sont capables de tout faire. Ouais, c'est super intéressant. Et du coup, donc, si on se concentre un peu plus sur la plateforme de données en temps réel, pour toi, c'est quoi l'avantage, surtout dans le contexte bancaire? En fait, ça va permettre de débloquer différents cas d'usage. Donc, on fait différents algos. Donc, nos data analysts font différents algos. Par exemple, on fait des algorithmes de lutte contre le blanchiment d'argent. Ces algorithmes, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils génèrent des alertes si jamais il y a une suspicion de blanchiment d'argent. Et il y a des alertes qui vont être générées. Il y a des analystes côté back-office qui vont essayer d'analyser, de faire des investigations sur le client pour voir si c'est une vraie alerte ou une fausse alerte. Ils vont contacter le client, etc. Quand on réfléchit à ce mode de fonctionnement-là, c'est très batch en fait, parce qu'on peut massivement regarder les données des transactions des clients, générer des alertes, et aujourd'hui ou demain ou dans 3 jours, il y a un analyste qui va la regarder. Et pour autant, dans certains cas d'usage de lutte contre le blanchiment d'argent, on a besoin de bloquer l'argent au moment où il va sortir. Donc, on ne peut pas générer une alerte en batch a posteriori. On peut générer une alerte qui va bloquer le compte, mais potentiellement l'argent est déjà sorti. Donc, dans le même usage de lutte contre le blanchiment d'argent, on va avoir envie parfois de faire des algorithmes plus batch et parfois des algorithmes plus temps réel. Donc, c'est intéressant d'avoir une plateforme qui permet de faire les deux. Et ça, du coup, ça vous permet de vous différencier de ce qui se fait classiquement dans le milieu bancaire. C'est un peu plus. On voit souvent différents systèmes, différents SI, où en fait, vous avez tout centralisé et vous pouvez faire un peu tous les cas de figure. En fait, même avant de parler du temps réel et du batch, en fait, c'est intéressant de voir qu'on a une unique plateforme de données sur laquelle les data analysts peuvent collecter des données. Chaque équipe est responsable de cette donnée, donc chaque équipe a un emplacement dans cette plateforme, mais c'est une même techno. Et n'importe qui a les permissions peut utiliser les données pour les croiser, alors qu'elles viennent de différentes équipes. Ouais. Et ça, quel que soit l'usage. Donc, c'est la même plateforme qui est utilisée pour lutter contre le blanchiment d'argent que la plateforme qui est utilisée pour envoyer des notifications aux clients, pour le marketing, ou pour avoir des notifications plus fonctionnelles. Et donc, ça déjà, c'est une force d'unité et de centralisation, c'est qu'on a multiples cas d'usage qui sont faits sur la même plateforme. Et en plus, là où on va plus loin, c'est que cette plateforme batch, on essaie de faire en sorte qu'elle vive avec une plateforme temps réel, et que les deux soient synchronisés de façon transparente, pour que les data analysts soient en capacité de configurer des algos batch et des algos temps réel.
pour le même cas d'usage. Ouais, Et c'est pas forcément la même techno derrière. Ce que je disais tout à l'heure, pour faire du batch, une base de données comme BigQuery va être extraordinaire. Pour donner un ordre de grandeur, on a vu différents vendeurs pour lutter contre le blanchiment d'argent, de faire notre propre solution. Et ils nous disaient qu'ils étaient capables de faire en temps réel, de traiter l'intégration d'une vacation CEPA, l'intégralité d'une vacation CEPA, c'est-à-dire quelques millions de lignes, en 1 heure et demie. Et nous, chez Nickel, on est capable de traiter l'intégralité de l'historique, de regarder, d'explorer l'intégralité de l'historique pour générer toutes les alertes de lutte contre le blanchiment d'argent sur l'historique en 1 minute ou 2 minutes. Ouais, c'est la différence. Ouais. Donc BigQuery va être très fort là-dessus. Ouais. Et par contre, c'est pas du tout fait, ce que je disais tout à l'heure, pour le temps réel. Donc si jamais j'ai un événement qui arrive que je veux scorer pour savoir si je laisse passer ou pas le paiement, il faut que je sois capable de récupérer le profil client, le profil marchand, le profil de l'IP, le profil du device de façon très rapide, plus des informations de ce qui s'est passé sur les dernières heures ou sur les derniers jours, et puis je refasse des calculs en temps réel pour pouvoir envoyer une réponse. Et donc c'est pas tout à fait la même techno, et c'est intéressant quand on crée une plateforme de penser aux deux. Dès le début. Ouais, de se projeter déjà et de voir un peu les difficultés et de l'adapter dès le début, quoi. Par exemple, souvent, les entreprises, quand elles font des plateformes de données centralisées, de data warehouse, une façon facile de le faire, c'est de récupérer des données sous forme de fichiers et de les intégrer de façon journalière ou toutes les quelques heures. Mais du coup, ce qu'on voit, c'est que ça marche pas pour le temps réel. Parce que quand je fais mon algorithme de lutte contre la fraude, j'ai besoin d'avoir tout ce qui s'est passé dans les dernières secondes sur le compte du client. Donc, c'est intéressant d'avoir ça en tête pour essayer d'avoir une approche d'exposition des données qui est différente, de pas uniquement récupérer des données par un système de fichiers, mais d'exposer des événements en temps réel. Donc, on va avoir on peut utiliser une technologie comme Kafka, par exemple. C'est une technologie, c'est un tuyau dans lequel il y a des personnes des publishers qui vont publier des événements. Donc, j'ai un tuyau avec tous mes événements et il y a des gens qui publient des événements. Il s'est passé un ajout de bénéficiaire, il s'est passé une transaction où le gars vient de changer de numéro de téléphone. Et puis après, en sortie, il peut y avoir des consommateurs. Donc il y a notre moteur de lutte contre la fraude qui va consommer ça. Il y a notre moteur d'envoi de notification en temps réel qui va consommer ça. Et puis il y a notre stocker d'informations dans BigQuery qui va consommer ça. Et donc, ça participe aussi au data mesh parce que quand on réfléchit à un catalogue de types d'événements qui sont publiés, en fait, ce qui est bien, c'est que le producteur de la donnée donc les responsables des systèmes d'information du SI, vont eux-mêmes pousser les informations avec le schéma qu'ils souhaitent dans ces tuyaux, pour que les gens puissent les consommer. Ouais, donc vous avez tout fait en sorte que la donnée soit fluide et que derrière ça serve directement à un objectif métier. Exactement. Et du coup, donc, tu parlais pas mal des data analysts, vous avez des data analysts qui sont spécialisés en marketing, il y en a d'autres qui sont plus sur la conformité, enfin c'est vraiment les deux gros sujets en fait que tu évoques. Comment ça s'articule en fait? En fait, il y en a partout, hein, parce que nos exports de données réglementaires, par exemple, ils sont ici issus de la data platform. En fait, on en a dans chaque équipe. Je crois qu'il y a une douzaine d'équipes qui ont des data analysts, une dizaine d'équipes. Okay. Donc, ils en ont entre 1 et 4, 5. Et donc, sur tous les sujets. Comment ça s'articule? Ce qui est important pour nous, c'est de créer un sentiment fort de communauté, même si les gens sont éclatés partout. Donc on va passer du temps avec eux. On va avoir déjà un point hebdomadaire où on va tous se retrouver, donc toute la communauté data, et où certains vont pouvoir présenter ce qu'ils font, ou présenter des choses qu'ils ont vues et qu'ils ont envie de partager aux autres. On peut avoir des instants de pair programming, donc à un autre moment de la semaine, où différentes personnes d'équipes différentes vont se mettre ensemble pour tacler des petits sujets et les traiter. Ça a l'avantage d'homogénéiser les pratiques et de faire en sorte que tout le monde travaille de la même façon. Puis on a un événement 2 fois par an également. On se retrouve pendant 2 jours tous ensemble. Okay. Et on travaille ensemble. Donc c'est vraiment les deux. C'est vraiment l'aspect technologique. On leur fournit des outils qui fait qu'ils sont autonomes dans ces outils, mais tout le monde travaille de la même façon parce qu'on a des outils qui font certaines contraintes. Et d'autre part, on a l'animation de la communauté qui est très forte. Okay. Et du coup, donc, si on rentre un peu plus dans les sujets, donc conformité, tu en as déjà pas mal parlé, mais si tu devais un peu résumer, c'est quoi les principaux sujets sur lesquels vous êtes confrontés? Parce qu'au final, vous êtes une banque quand même. Sur quoi on vous regarde en fait là-dessus? Là où on est assez efficace aujourd'hui avec notre organisation actuelle, c'est que pour chaque process, pour chaque parcours, on va être capable de très bien le comprendre, de très bien comprendre quels sont les points de friction, et de les isoler et de les supprimer. Okay. Et donc, et ça, quel que soit le parcours.
Que ce soit on fait du paiement, nos paiements sont parfois rejetés parce que les comptes ils sont bloqués à zéro. Donc on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a. Ok. Donc on va avoir un certain taux de paiement rejeté, on a envie d'améliorer ça malgré tout. Donc on a envie de comprendre ce phénomène. Donc les data analysts, par exemple, sur cette partie-là, ils vont être capables de comprendre pourquoi il y a des paiements qui sont rejetés. Et en réalité, ils arrivent à prendre des actions là-dessus. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple que je pourrais avoir, c'est les parcours utilisateurs dans l'application mobile. On peut comprendre où est-ce qu'il y a dans un parcours, il y a plusieurs étapes, à quel endroit il y a de la déperdition, à quel moment les clients sont perdus. On est capable de savoir pourquoi les clients nous appellent aussi, quels sont du coup les plus gros points de friction pour eux. Et c'est ça qui va nous permettre de prioriser ce qu'on va développer dans notre application pour essayer de faire en sorte que ce soit plus fluide. Donc sur tous ces aspects-là, voilà, de compréhension de nos process, de notre activité, de nos parcours utilisateurs, mais aussi de nos parcours employés sur nos applications internes, ou de nos buralistes, nos points de vente, on va être capable d'identifier les problèmes et de les améliorer. Ok. Et du coup, plus sur la partie marketing, du coup, parce que tu me parlais pas mal de push notifications pour les clients, du coup, c'est quoi un peu vos Ouais, sujets? effectivement, donc on a différentes applications qu'on développe nous à la data centrale. Donc effectivement, lutte contre le blanchiment d'argent, lutte contre la fraude. Donc on est capable de bloquer un paiement en temps réel configuré par les data analysts. Et c'est la même plateforme de calcul configurable qu'on va pouvoir utiliser pour envoyer des notifications en temps réel aux clients, par exemple. Donc sur n'importe quel événement, j'ajoute un bénéficiaire, je paye n'importe quoi, les data analysts sont capables de configurer une notification push, SMS, email, qui va être envoyée en temps réel. Je donne des exemples, pourquoi c'est pratique. Si jamais on fait au moment où vous faites un paiement, par exemple, on parlait de paiement rejeté, et ben on a envie d'envoyer une notification au client pour expliquer pourquoi le paiement est rejeté. Potentiellement, c'est que ça fait longtemps qu'il paye sans contact avec sa carte. Et je sais pas si tu sais, mais il y a un plafond de 250 € sur la carte en sans paiement. Si tu fais que du sans paiement, du sans contact, pardon, au bout d'un moment, on va te demander ton code et le paiement va être rejeté. Donc on a besoin de notifier le client pour lui expliquer pourquoi ce paiement est rejeté et le rassurer. Donc ça va être un exemple. Et potentiellement au moment du paiement, on va pouvoir envoyer une notification de warning pour le client pour lui expliquer qu'il y a un risque sur son opération qu'il est en train de faire. Donc l'équipe fraude va pouvoir utiliser ça. Puis l'équipe marketing va pouvoir utiliser ça. Si jamais le client fait l'achat d'un gros billet d'avion, il va pouvoir lui proposer qu'on a des offres premium avec des coûts très réduits à l'étranger et avec certaines assurances. Donc pour le même événement, je fais un paiement, il est rejeté, ou je fais un paiement. Toutes les équipes peuvent utiliser cet événement pour envoyer une notification ciblée au client. Et c'est pareil, dans notre application mobile, on a un petit encart, un peu comme un encart publicitaire avec un certain contenu qui est configuré par les data analysts. Donc sur lesquels on peut pousser des demandes plus réglementaires. Donc mettez à jour vos KYC parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas mis à jour votre pièce d'identité. Comme on peut pousser certaines offres, par exemple. Et donc les data analysts, ils peuvent choisir, effectivement, ils peuvent configurer ce qu'ils vont pouvoir afficher là. Ouais, et ça, de par la connaissance que vous avez en amont et la data que vous avez collectée. Exactement. Toute la connaissance qu'on accumule par les différentes analyses de données qu'on a, et cette plateforme unique de données qu'on a, nous permet effectivement de facilement mettre en place ce genre de système. Ouais, c'est top. Et du coup, on parle pas mal de GenAI en ce moment. C'est des sujets sur lesquels vous travaillez en ce moment ou Absolument, on a quelques cas d'usage internes qui sont les cas les plus faciles pour démarrer, où on prend le moins de risques, qui permettent de simplifier la récupération d'informations à partir d'une base de données de connaissances. Donc ça, on a quelques cas d'usage qui sont déployés. Pour l'instant, ça se limite à ça. On réfléchit effectivement à faire d'autres cas d'usage, principalement pour améliorer l'efficacité opérationnelle au service client ou dans les équipes. Ouais. Parce que du coup, tout à l'heure, tu parlais de service client, donc c'est eux qui prennent, donc c'est une centrale, j'imagine. Est-ce que vous avez déjà pensé à pouvoir analyser, par exemple, faire un peu du speech to text et avoir derrière un retour? C'est quelque chose que vous avez dans le... C'est hyper intéressant ça. On a démocratisé déjà chez nous l'accès aux données structurées. Ouais. C'est-à-dire que on a notre data platform sur laquelle on met les données structurées, c'est-à-dire les données tabulaires, les transactions, les comptes clients, etc. Et on a démocratisé cet accès, c'est-à-dire qu'on a 40 personnes qui font la data à plein temps, mais en réalité, on a 200 personnes chez Nickel qui ont l'habitude de faire des requêtes SQL, qui sont actifs, qui ont l'habitude de faire des requêtes SQL dans notre data warehouse. 200 personnes, c'est un quart des employés. Un quart des employés ont l'habitude de faire des requêtes SQL pour avoir des infos. Et ça, c'est incroyable. Moi, ce qui m'épate le plus, c'est que quand il y a une réunion entre différentes personnes responsables de projet, responsables de product, une personne va présenter son cas d'un projet qu'elle a envie de faire, et une autre personne qui est dans une autre équipe va pouvoir en live faire des recherches dans les données pour essayer de challenger ce que la première personne va dire. Et c'est incroyable, ça on a réussi à le faire. Et en réalité, il y a aussi beaucoup de valeur qu'on peut apporter sur démocratiser l'accès aux données non structurées.
et notamment les commentaires clients. Donc, on pourrait effectivement faire du speech to text pour récupérer les informations de tous les appels téléphoniques, de les avoir en texte et pouvoir poser des questions à ces commentaires, à ce texte ou le résumer. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est on le fait beaucoup sur la partie déjà écrite. En réalité, il y a énormément de sources d'informations. Tous les clients, ils ont l'habitude de laisser des commentaires sur l'App Store, sur Play Store, sur Trustpilot. Il y a des commentaires sur Facebook, sur Twitter. On va avoir tous les tickets email de contact. En fait, on a déjà énormément d'informations écrites. Et effectivement, on veut démocratiser l'accès à ces informations, à toutes les personnes qui ont la permission, pour que les gens soient capables de résumer ce qui se dit, comprendre quels sont les topics principaux et l'évolution du volume sur chacun de ces topics. Et soient capables de même questionner via la GenAI, c'est un de nos cas d'usage. C'est donné. C'est hyper intéressant, par exemple, de dialoguer. Hein. C'est vraiment une conversation, presque, on a l'impression, avec ses commentaires clients pour poser des questions aux commentaires clients. Un bon exemple, c'est quels sont, par exemple, les frais que payent les clients qui les frustrent le plus. Et avoir des informations qu'on ne peut pas avoir avec les données structurées. Les gens, dans les données structurées, on peut voir parfois qu'il y a des gens qui s'arrêtent à certains parcours. On ne saura pas pourquoi ils s'arrêtent. C'est pareil, on a une offre premium. Il y a plein de raisons de prendre l'offre premium. Il pourrait y avoir parce qu'on a moins de frais à l'étranger, parce qu'on a des assurances supplémentaires, et aussi parce que la carte elle est en métal et franchement ça en jette. Et pourquoi est-ce que les gens ils prennent cette carte ? Poser la question en commentaire nous permet d'avoir la réponse. Donc, mais les données structurées ne permettent pas d'avoir la réponse. Ouais, les données structurées permettent de savoir où ça bloque, mais t'as pas la réponse. C'est dans les non structurées que tu vas avoir la réponse. Donc on a aussi pas mal d'enquêtes de satisfaction où on peut demander des informations aux clients et analyser ce texte-là. Donc c'est effectivement un des cas d'usage de Generative AI qu'on a chez nous. Ok, ouais, super intéressant. Et d'ailleurs, tu parlais de données non structurées, ça me fait penser sur la partie KYC. Du coup, il y a pas mal de documents qui sont uploadés, donc j'imagine des passeports, des données assez confidentielles. Comment c'est traité en fait chez vous cette partie-là ? Nous, on n'a pas vocation à réinventer la roue. Donc en fait, pour la vérification d'identité, il y a des fournisseurs dont c'est le métier. Et nous, on va tout simplement faire appel à ces fournisseurs. Okay. On va pas nous-mêmes essayer de faire l'extraction des informations du passeport, vérifier que ça matche avec le selfie, que la photo du passeport matche avec le selfie, faire l'identification vidéo, tout ça. Il y a des gens, il y a des boîtes, c'est leur métier de faire ça. Écoute, super Paul, franchement, un super épisode, je t'ai ravi de t'avoir. J'espère à une prochaine et puis bonne continuation en tout cas. Merci Maurice, à très vite. À très vite.